Bon, on va pas se le cacher, la semaine dernière était un peu mouvementée sur les marchés, hein. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, un vrai coup de tonnerre. Imaginez un peu. Le marché boursier en chute libre, presque 9% de baisse pour le S&P 500 en une semaine, hein. Du jamais vu depuis 2020, ça donne à réfléchir. Et forcément, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On est en plein dedans, et c'est bien plus qu'une simple correction du marché. C'est clair, une chute pareille pour un indice aussi important que le S&P 500, ça sonne l'alarme. Tout à fait, et le déclencheur, on le connaît bien. Les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Ah oui, ces fameux tarifs, on parle de plus de 60 pays touchés. Exactement, et pas des petites augmentations, hein. La Chine a plus 34%, le Vietnam plus 46%, l'Inde plus 26%. Ça change complètement la donne. Forcément, ça ne pouvait pas rester sans réponse. Plusieurs partenaires commerciaux ont déjà répliqué avec leurs propres barrières. On se retrouve dans une espèce de ping-pong tarifaire, et ça pourrait bien mal tourner pour le commerce mondial. Absolument, et l'impact, il ne se limite pas aux échanges commerciaux. On entend déjà parler d'inflation qui repart à la hausse, de la consommation qui risque de ralentir chez nous, et même du risque d'une récession mondiale. C'est tout ça qui affole le marché. Les investisseurs anticipent une réaction en chaîne. Les tarifs augmentent le coût des importations, donc les prix pour nous, les consommateurs, et si on achète moins, avec les tensions commerciales en plus. La machine économique mondiale risque de se gripper. Bon, eh bien, on va essayer de démêler tout ça ensemble aujourd'hui. On va décortiquer cette situation, on va essayer de comprendre ce qui est vraiment important pour vous maintenant. C'est ça, l'objectif c'est de vous donner une vision claire dans ce contexte un peu chaotique. On veut vous donner les clés pour mieux appréhender tout ça. Parce que face à un tel bouleversement, c'est normal de ressentir de l'inquiétude, mais il faut dépasser l'émotionnel. Se concentrer sur les données, les faits et surtout sur ce qu'on peut faire concrètement. Exactement, et pour ça, on va commencer par regarder les signaux d'alarme. On a parlé de la chute des marchés, mais y a-t-il d'autres indicateurs qui clignotent à rouge vert? Oh oui, il y en a plusieurs. Par exemple, les prévisions de récession se sont assombrées. Ah, JP Morgan estime maintenant la probabilité d'une récession à 60%. C'est énorme. plus d'une chance sur deux, ça fait froid dans le dos. C'est un signe de pessimisme croissant. Et ce n'est pas le seul indicateur qui va dans ce sens. UBS et RBC, par exemple, ont revu leurs prévisions à la baisse pour le S&P 500. Exactement. Ces révisions, elles reflètent l'incertitude liée aux tarifs et à leur impact sur les bénéfices des entreprises. Moins de bénéfices, donc logiquement, les actions perdent de la valeur. C'est ça. Et pour nous, les consommateurs, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Oh, il se payer plus cher nos courses. Malheureusement, c'est fort probable. Les entreprises qui importent des produits vont répercuter les coûts supplémentaires sur les prix de vente. Donc l'inflation, qui était déjà là, risque de s'envoler encore plus. C'est un vrai coup dur pour le pouvoir d'achat des ménages. Et dans ce contexte, quel rôle peut jouer la Fed, la Réserve fédérale américaine? Jerome Powell, le président de la Fed, a déjà admis que ces tarifs allaient alimenter l'inflation, même si le marché du travail est solide pour l'instant. Donc la Fed pourrait revoir sa politique monétaire. C'est possible. Elle pourrait baisser les taux d'intérêt pour relancer l'activité. Donc potentiellement des crédits moins chers, mais ça risque d'alimenter encore plus l'inflation. Oh. C'est pas simple. C'est un exercice d'équilibriste pour la Fed. Bon, on a un tableau assez sombre pour l'instant. Quelle est la meilleure attitude à adopter, Kat? Surtout, ne paniquez pas. Oui, c'est facile à dire. Je sais, mais c'est essentiel. Les marchés fluctuent, c'est normal. Vendre à la hâte après une chute, c'est rarement une bonne idée. La panique, c'est mauvais conseiller, on est d'accord. Exactement. Donc la première chose à faire, c'est de respirer un grand coup et de caler. Et de revoir sa stratégie d'investissement. Ah oui, bonne idée. Votre allocation d'actifs était toujours adaptée à votre profil de risque. À vos objectifs aussi. Bien sûr, si vous investissez sur le long terme, les fluctuations à court terme sont moins importantes. Par contre, si vous êtes proche de vos objectifs, Il est peut-être temps de sécuriser votre portefeuille. et est-ce qu'on peut essayer de timer le marché? D'acheter et de vendre au bon moment. C'est très risqué. Même pour les pros, on ne peut pas prédire les hauts et les bas avec précision. Mieux vaut rester investi sur le long terme, donc en équé. En général, oui, surtout dans un contexte incertain comme celui-ci. On dit souvent que le temps passé sur le marché est plus important que le timing. Exactement. Et dans ce contexte, on peut peut-être se tourner vers les secteurs défensifs. C'est une bonne option. La santé, l'alimentation, les produits de base, ce genre de choses. Tout à fait, ces secteurs résistent mieux en période de ralentissement.
Les gens ont toujours besoin de se soigner, de manger, peu importe la situation économique. Ce sont des valeurs refuges. Mais est-ce qu'il y a quand même des opportunités à saisir dans ce marasme, Berthe? Absolument. Les baisses importantes peuvent créer des opportunités d'achat à des prix plus attractifs. Il faut bien sûr faire ses recherches, mais certaines valeurs peuvent devenir intéressantes sur le long terme. C'est ça. Nos sources mentionnent-elles des exemples précis là? Oui, Amazon, par exemple, affiche un ratio EV/EBITDA très bas. EBITDA, c'est un peu technique, ça. C'est un indicateur qui permet de comparer le prix d'une entreprise à ses bénéfices. Un ratio bas peut suggérer qu'elle est sous-évaluée. Donc, potentiellement intéressant pour ceux qui croient en Amazon sur le long terme. Exactement. OK. Et pour un débutant en bourse, vous conseillez quoi? Un ETF comme CHD peut être une bonne option. Un ETF, c'est un panier d'actions qui permet de diversifier son investissement, c'est ça. Oui, c'est plus simple et moins risqué pour un débutant. CHD, on note. Et en termes d'actions individuelles, y a-t-il d'autres noms qui ressortent? Dans les valeurs défensives, on peut citer Chevron dans l'énergie, Johnson & Johnson et Merck dans la santé et PepsiCo. Ce sont des entreprises solides, avec des modèles économiques éprouvés. Elles ont une longue histoire de performance, même en période d'incertitude. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont à l'abri de toute baisse. Bien sûr, mais elles ont tendance à mieux résister. Donc si on résume, face à ce crash boursier de 2025, on garde la tête froide, on ne panique pas, on revoit sa stratégie d'investissement, on évite de spéculer. Exactement. Et on se positionne sur des secteurs défensifs. Il faut aussi rester attentif aux indicateurs économiques. L'inflation, la croissance, les décisions de la Fed. Tout ça va influencer l'évolution des marchés. C'est sûr. Mais même dans ce contexte, il y a des opportunités à saisir. Oui, des entreprises comme Amazon, les ETF, les valeurs défensives. Il faut analyser, se renseigner et surtout investir avec une vision à long terme. Tout à fait. Alors pour conclure, une question pour vous, cher auditeur. Cette période de turbulence, qu'est-ce qu'elle vous apprend sur l'économie mondiale et sur les différentes stratégies d'investissement? Réfléchissez-y bien. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter The Smart Investor, leur podcast et leur chaîne regorgent d'analyses et de conseils précieux. Bonne continuation dans vos investissements. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.